Applaudissements et je regarde ma femme tirer un coup avec mon voisin par l'intermédiaire d'une caméra de surveillance que j'ai installée le mois dernier pour attraper celui qui volait nos colis Amazon. L'ironie ne m'échappe pas. Me voilà, Nathan Grayson, ingénieur logiciel hors pair, trahi en résolution 4K avec un son cristallin. Brad Cooper grogne comme un buffle blessé pendant que ma femme Melissa gémit en disant à quel point il est incroyable. Ils le font sur ma chaise de bureau Herman Miller, celle-là même pour laquelle j'ai passé 3 mois à la convaincre qu'il nous la fallait pour mes problèmes de dos. Je prends une gorgée de mon café et rembobine les images. Oui, ça se passe toujours. Toujours réel. Toujours ma femme depuis 12 ans chevauchant notre voisin comme si elle s'entraînait pour le Kentucky Derby. L'horodatage indique 14h47 jeudi dernier. J'étais à la quincaillerie pour acheter de l'engrais pour la pelouse. Melissa se plaint constamment qu'elle n'est pas assez verte. Elle m'a envoyé un SMS cet après-midi-là pour me demander quand je rentrerais. Elle a dit qu'elle travaillait avec un client difficile. Client difficile, n'est-ce pas? Je me méfie depuis des mois. Des consultations de design tard le soir, des visites de site le week-end qui, bizarrement, n'ont jamais abouti à de nouvelles affaires. Et le visage satisfait et insolent de Brad chaque fois que je le saluais de la main en sortant les poubelles. Ce sourire narquois complice, comme s'il était dans le secret d'une blague que je ne comprenais pas. Eh bien, la surprise est totale. Je comprends maintenant. Les images continuent pendant 43 minutes supplémentaires. Ils ne font pas que coucher ensemble. Ils parlent de moi. De mon ignorance et de mon côté pathétique. Du fait que je passe trop de temps à travailler et pas assez à satisfaire ma femme. Brad utilise même le mot obétal sans aucune ironie en 2024 en baisant la femme d'un autre homme. Je devrais être dévasté. Je devrais pleurer, crier, jeter des objets. Au lieu de cela, je calcule. Mon cerveau a déjà 3 coups d'avance. J'élabore les conséquences, envisage les options, planifie mes prochaines actions. Parce que voilà le truc quand on a été sous-estimé toute sa vie. On apprend à s'en servir comme d'une arme. Je réduis la fenêtre vidéo et ouvre mon ordinateur portable. Il est temps de faire des recherches. Brad Cooper pense qu'il est intouchable. Gros bonnet de l'immobilier régional. Conduit une BMW. Porte un parfum qui coûte plus cher que mon abonnement Netflix mensuel. Il a ce charme de vendeur agressif qui fonctionne sur les femmes au foyer en quête de reconnaissance et les primo-accédants. Le genre de type qui a définitivement atteint son apogée au lycée et qui pense toujours que porter des lunettes de soleil à l'intérieur vous donne l'air cool. Sa femme, Laura, gère la surveillance de quartier comme si c'était son fief personnel. Elle connaît les affaires de tout le monde, répand les ragots plus vite qu'un feu de forêt, et a une langue si acérée qu'elle pourrait couper du verre. Elle est aussi farouchement protectrice de la réputation de sa famille dans ce petit paradis de banlieue que nous appelons foyer. Je me demande comment elle réagirait en apprenant que son mari organise des visites privées dans mon bureau à domicile. Mais d'abord, il faut que je sois malin, méthodique. Brad est du genre à essayer de faire passer ça pour ma faute d'une manière ou d'une autre. Peut-être prétendre que je négligeais Melissa ou que leur connexion était juste trop forte pour y résister. Les hommes comme lui n'acceptent jamais la responsabilité. Ils trouvent juste de nouvelles façons de se poser en victime. Je passe les 3 heures suivantes à rechercher les lois sur le divorce sans faute de l'Oregon, les statuts de division des biens et les réglementations sur la garde d'enfants. Je fais des captures d'écran de chaque section pertinente, j'enregistre chaque lien important. Au moment où Melissa rentre à la maison avec son faux sourire et son histoire fabriquée de clients difficiles, j'ai une feuille de route. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demande-t-elle, m'embrassant sur la joue comme si elle n'avait pas passé une audition pour un film pour adultes amateurs dans mon bureau. Comme d'habitude, je réponds, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Productive. Elle monte à l'étage pour prendre une douche, probablement en train de se débarrasser du parfum de Brad pendant que je poursuis mes recherches. Je ne planifie pas seulement un divorce. Je planifie l'anéantissement total. Ces gens pensent qu'ils peuvent m'humilier, me mentir, me traiter comme un idiot inconscient qui acceptera les miettes qu'ils me jettent. Ils vont bientôt apprendre à quel point ils ont tort. Le lendemain matin, je suis debout à 5 heures du matin, révisant à nouveau les images de surveillance. Non pas parce que je me torture, mais parce que je cherche des détails, des schémas, des faiblesses. Brad arrive. À 14h15 tous les mardis et jeudis. Il se gare dans notre allée, audacieux, étant donné que sa femme est généralement à la maison de l'autre côté de la rue.
Il reste exactement 1 heure, puis part par le portillon arrière qui relie nos jardins. Mélissa m'envoie toujours un SMS vers 14h30 ces jours-là, me demandant mon emploi du temps, s'assurant que je ne serai pas rentré tôt. C'est presque insultant à quel point ils sont négligents. Comme s'ils pensaient que j'étais trop stupide pour le remarquer, même si je l'avais fait. Je regarde Brad s'avancer d'un air suffisant jusqu'à ma porte d'entrée, entrant avec ce que je suppose être une clé que Mélissa lui a donnée. L'audace est à couper le souffle. Il ne fait pas que baiser ma femme. Il le fait chez moi, sur mes meubles. Probablement en train de manger ma nourriture et de boire ma bière après. Mais ce qui me choque vraiment, c'est la façon dont il agit en public. Hier, je prenais le courrier quand il est entré dans son allée. Il a baissé sa vitre et a crié « Salut, Nathan. Tu travailles dur ou tu fais semblant de travailler ?» Puis il a ri comme s'il avait dit quelque chose d'intelligent au lieu de recycler une blague de 1987. L'homme est en train de baiser ma femme et fait la conversation sur mon emploi du temps. L'audace psychologique pure de cela est presque impressionnante. Presque. Je ferme l'ordinateur portable et me dirige vers la cuisine. Mélissa prépare le petit déjeuner, fredonnant une chanson que je ne reconnais pas. Elle porte un legging de yoga et un débardeur, d'une beauté naturelle de la manière qui m'a initialement attiré vers elle il y a 15 ans. Avant les mensonges, avant la manipulation, avant qu'elle ne transforme notre mariage en un numéro de performance. « Bien dormi ?» demande-t-elle, faisant glisser une assiette d'œufs Bénédicte sur le comptoir. Comme un bébé, je réponds, en prenant une bouchée. C'est parfaitement préparé, bien sûr. Mélissa a toujours été douée pour sauver les apparences. Elle s'assied en face de moi, faisant défiler son téléphone. J'ai une journée chargée aujourd'hui. 3 consultations, et ensuite je rencontre ce nouveau client pour le projet de loft en centre-ville. Je hoche la tête, faisant des bruits d'intérêt appropriés. Le projet de loft en centre-ville est le nom de code de Brad, apparemment. J'admire presque sa créativité. Et toi, demande-t-elle, sans lever les yeux de son téléphone. Le train-train habituel. Je ferai peut-être des travaux de jardinage plus tard. L'herbe ressemble à de la merde. Elle lève les yeux un instant, agacée. Le langage, Nathan. Les enfants pourraient entendre. Oui, les enfants, Emma, 14 ans, et Jacques, 11 ans. Ils sont à l'école, évidemment. Mais Mélissa a toujours été obsédée par le maintien de l'illusion de notre famille parfaite. Papa ne peut pas dire de gros mots pendant que maman programme des rendez-vous avec la bite du voisin. Désolé, je dis, sans le penser. L'herbe ressemble à des excréments. Elle roule des yeux et retourne à son téléphone. Je devrais être à la maison vers 18h. Tu peux t'occuper du dîner. Bien sûr, je commanderai une pizza. Nathan, nous en avons parlé. Les enfants ont besoin d'une alimentation correcte, pas de malbouffe transformée. D'accord. Je m'assurerai que la pizza aura des légumes dessus. Elle me lance ce regard. Celui qui dit qu'elle est déçue mais pas surprise. C'est le même regard qu'elle me donne depuis des mois, et je comprends enfin pourquoi. Elle me comparait à Brad, me trouvant insuffisant, montant un dossier pour justifier qu'elle mérite mieux. Le plus drôle, c'est qu'elle a probablement raison. Brad est plus agressif, plus traditionnellement masculin, plus enclin à prendre ce qu'il veut sans demander la permission. Dans son esprit, cela le rend supérieur à son mari ennuyeux et prévisible, qui respecte les limites et les engagements. Eh bien, Mélissa est sur le point d'apprendre que le respect et la faiblesse ne sont pas la même chose. Mardi arrive, et je suis prêt. J'ai pris un jour de congé, dit à mon patron que j'avais une urgence familiale, ce qui est techniquement le cas. À 14h10, je suis garé au bout de notre rue, regardant la BMW de Brad entrer dans mon allée. Il est ponctuel, je lui accorde ça. Il se vante probablement d'être un professionnel, même quand il est professionnellement en train de détruire mon mariage. J'attends 5 minutes, puis je passe devant la maison. La voiture de Brad est toujours là, ce qui signifie qu'ils sont déjà à l'étage. Ou peut-être se sont-ils déplacés vers le salon pour changer. Les caméras de surveillance me le diront plus tard. Au lieu de rentrer chez moi, je me rends à la quincaillerie. J'ai besoin de fournitures pour mon projet, et il est préférable de les acheter maintenant pendant que j'ai un alibi. Le vieux derrière le comptoir me connaît par mon nom. Je viens ici depuis des années, achetant des fournitures pour divers projets d'amélioration de la maison. Bonjour, Nathan. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui?
J'ai besoin de tuyaux en PVC et de raccords. J'ai des problèmes de drainage dans le jardin. Ah, les joies d'être propriétaire. Quel genre de système envisagez-vous? J'explique mon projet en détail, posant des questions sur le diamètre des tuyaux, les raccords et les techniques d'installation appropriées. Le vieux est heureux d'aider. Probablement ravi de rencontrer un client qui veut faire les choses correctement au lieu de simplement acheter l'option la moins chère. Ce que je ne mentionne pas, c'est que je ne répare pas mon drainage. Je sabote ceux de Brad. Voyez-vous, notre quartier a été construit dans les années 1970, à l'époque où les entrepreneurs bâclaient le travail et où les inspecteurs municipaux se souciaient plus de la rapidité que de la qualité. La plupart des maisons partagent les conduites d'égout principales avec des branches individuelles se déversant dans un système central. Ce n'est pas idéal, mais c'est légal et ça fonctionne. À moins que quelqu'un ne sache exactement où créer un blocage stratégique. J'ai passé des semaines à étudier les cartes de drainage municipal, à croiser les relevés cadastraux et à identifier l'emplacement précis où la conduite de Brad se connecte au système principal. C'est accessible par un couvercle d'accès dans l'espace vert entre nos propriétés, caché derrière quelques arbustes décoratifs que Laura a plantés le printemps dernier. La beauté de ce plan est sa simplicité. Je ne détruis rien, ne cause aucun dommage permanent. Je crée juste une obstruction temporaire qui fera refouler les eaux usées de Brad dans son jardin au lieu de s'écouler dans la conduite principale. Et je le fais un mardi après-midi, quand l'équipe d'entretien de la ville est à l'autre bout de la ville et ne pourra pas répondre aux appels d'urgence avant au moins 3 heures. À 15h30, je suis accroupi derrière les roses primées de Laura, retirant soigneusement le couvercle d'accès. L'odeur me frappe immédiatement. Cette odeur d'égout distinctive qui vous rappelle pourquoi ce travail nécessite généralement des combinaisons antimatières dangereuses et une formation professionnelle. Mais j'ai fait mes recherches. Je sais exactement ce que je fais, et je sais exactement ce qui se passera quand j'aurai terminé. Le système de tuyauterie est exactement comme je m'y attendais, une conduite principale est-ouest avec de petites branches s'y déversant depuis chaque propriété. La conduite de Brad est clairement marquée par son numéro de maison peint en chiffres jaunes délavés qui date probablement de la construction d'origine. J'installe mon blocage sur mesure, un raccord en PVC soigneusement conçu qui redirigera le flux vers la propriété de Brad tout en semblant être un composant d'entretien légitime. Pour quiconque ne sait pas mieux, cela ressemble à un équipement municipal standard. L'ensemble du processus prend 20 minutes. Quand j'ai terminé, la voiture de Brad a disparu de mon allée, et je peux voir Mélissa par la fenêtre de la cuisine, probablement en train de se préparer une collation après sa séance de sport de l'après-midi. Maintenant, j'attends. Ça ne prend pas longtemps. Jeudi matin, je bois mon café sur mon porche quand j'entends les premiers cris. La voix de Brad élevée de colère venant de son jardin. Je ne peux pas distinguer les mots, mais le ton est indubitable. Pure rage impuissante. Je marche nonchalamment sur le côté de ma maison, ostensiblement en train de vérifier mon système d'arrosage automatique, mais en fait en essayant d'avoir une meilleure vue de ce qui se passe chez le voisin. Oh, c'est magnifique. Le jardin impeccable de Brad, celui qu'il entretient avec soin chaque week-end, celui dont il parle constamment sur les réseaux sociaux, est inondé d'eaux usées brutes. Pas seulement de l'eau, mais de véritables déchets humains, du papier toilette et tout ce qui descend dans les égouts d'un foyer de banlieue. L'odeur est écrasante, même depuis mon jardin. Je ne peux qu'imaginer ce que c'est que d'être debout dedans. Brad est au téléphone, faisant les 100 pas au bord de la zone contaminée, gesticulant frénétiquement. Il porte un pantalon chino et un polo, probablement habillé pour le travail, mais ses chaussures sont incrustées d'eaux usées pour s'être approché trop près de la zone sinistrée. C'est inacceptable, crie-t-il au téléphone. J'ai besoin de quelqu'un ici tout de suite. Pas cet après-midi, pas demain. Maintenant. Je le regarde encore quelques minutes, puis je retourne sur mon porche. Le service d'entretien de la ville lui dit probablement qu'ils s'en occuperont quand ils pourront, que les refoulements d'eaux usées ne sont pas considérés comme des urgences mettant la vie en danger, qu'il devrait contacter sa compagnie d'assurance. Mais voilà le truc avec les compagnies d'assurance. Elles ne couvrent pas les dommages causés par des défaillances du système municipal. C'est la responsabilité de la ville. Et voilà le truc avec les villes. Elles vont enquêter sur la cause du refoulement, déterminer qu'il a été causé par un dysfonctionnement du système, et renverront Brad à sa compagnie d'assurance. C'est un magnifique cercle infernal bureaucratique, et Brad doit nager dans les eaux usées pendant que tout le monde cherche qui est responsable. Le vendredi, l'histoire s'est répandue dans le quartier comme une traînée de poudre. Laura a fait du porte-à-porte,
expliquant la situation à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, exigeant de savoir si quelqu'un d'autre avait rencontré des problèmes similaires. Ce sont probablement des racines d'arbres, suggère Madame Henderson, 2 maisons plus loin. Mon beau-frère a eu le même problème l'année dernière. Ou peut-être que quelque chose a été jeté dans les toilettes qui n'aurait pas dû l'être, ajoute Monsieur Kim, notre voisin à l'est. Vous seriez surpris de ce que les gens jettent dans les toilettes de nos jours. Laura devient de plus en plus frustrée à chaque conversation. Elle est habituée à être l'experte du quartier, celle qui a toutes les réponses. Maintenant, c'est elle qui pose les questions, et personne n'a de solution. Je taille les haies dans mon jardin avant quand elle m'approche. Sa démarche habituellement confiante est remplacée par quelque chose de plus désespéré, de plus vulnérable. Nathan, je suppose que vous n'avez pas eu de problème de plomberie récemment? Je fais une pause, considérant ma réponse. Pas que j'ai remarqué. Pourquoi? Brad gère ce refoulement d'égouts depuis mercredi. La ville dit que ce n'est pas leur problème. Le plombier dit que ce n'est pas un problème de tuyauterie, et notre compagnie d'assurance nous fait tourner en bourrique. Je fais des bruits de sympathie appropriés. C'est terrible. Avez-vous essayé d'appeler votre association de propriétaires? Ils ont dit que ce n'était pas un problème de partie commune puisque cela n'affecte que notre propriété. Et les anciens propriétaires? Peut-être qu'ils sauraient quelque chose sur le système de drainage. Elle s'éclaire légèrement. C'est une bonne idée, en fait. Je n'y avais pas pensé. Je reprends ma taille, mais je sens qu'elle me regarde. Laura a toujours été de nature méfiante, et en ce moment, elle cherche quelqu'un à blâmer. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est qu'elle fasse des liens qui n'existent pas réellement. Nathan, dit-elle, sa voix plus décontractée maintenant. Vous travaillez avec les ordinateurs, n'est-ce pas? Vous comprenez les systèmes et comment ils se connectent. Principalement des logiciels, mais j'ai acquis quelques principes d'ingénierie de base au fil des ans. Pensez-vous qu'il y ait un moyen que quelqu'un ait pu causer cela intentionnellement? Je cesse de tailler et la regarde directement. Vous voulez dire comme du sabotage? Peut-être. Je sais que cela semble paranoïaque, mais toute cette situation semble ciblée. Laura, je comprends que vous êtes frustrée, mais les refoulements d'égouts, ça arrive. Ce n'est pas personnel. Elle hoche la tête, mais je vois qu'elle n'est pas convaincue. Vous avez probablement raison. Je suis juste stressé par les coups de nettoyage et l'odeur. Mon Dieu, l'odeur. Je suis sûr que ça va s'arranger tout seul. Ces choses-là se résolvent généralement. Elle s'éloigne, mais je sais que ce n'est pas fini. Laura est le genre de personne qui crée des théories du complot quand la réalité ne correspond pas à ses attentes. Elle continuera à creuser, à poser des questions jusqu'à ce qu'elle trouve une explication qui satisfasse son besoin de contrôle, ce qui me va. Le temps qu'elle comprenne ce qui s'est réellement passé, je serai prêt pour la phase 2. La confrontation a lieu samedi matin. Je lave ma voiture dans l'allée quand Brad traverse la rue en trombe, son visage rouge de colère et d'effort. Nathan, il faut qu'on parle. J'éteins le tuyau d'arrosage et lui fais face. Il porte un jean et un t-shirt taché, probablement sa tenue de nettoyage des égouts. Ses cheveux habituellement parfaits sont en désordre et il sent le désinfectant industriel mélangé à quelque chose de bien pire. Qu'est-ce qu'il y a, Brad? Ne fais pas l'idiot. Je sais que tu as quelque chose à voir avec ce désordre. Je lève un sourcil. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Le refoulement d'égouts. Le timing est trop pratique. Juste après. Il fait une pause, réalisant qu'il est sur le point de dire quelque chose d'incriminant. Juste après quoi? Il s'approche, baissant la voix. Vous savez quoi? Non, vraiment. Peut-être devriez-vous expliquer. Pendant un instant, il a l'air sincèrement confus. Comme s'il ne pouvait pas croire que je ne confessais pas immédiatement ce qu'il pensait que j'avais fait. C'est un homme habitué à intimider les gens par la pure force de sa personnalité, et il découvre que cette stratégie ne fonctionne pas. Hurle tout le monde. Le problème de drainage, dit-il finalement. Ce n'est pas une coïncidence. Brad, êtes-vous en train de suggérer que j'ai d'une manière ou d'une autre causé vos problèmes de plomberie? Parce que je dois dire que c'est une accusation assez sérieuse. Je ne suggère rien. Je vous le dis. D'accord. Avez-vous des preuves? Il ouvre la bouche puis la referme parce que, bien sûr, il n'a pas de preuves. Il a des soupçons. Peut-être quelques preuves circonstancielles,
mais rien qui tiendrait devant un tribunal ou même dans une conversation décontractée. Écoutez, je dis en essayant de paraître raisonnable. Je comprends que vous êtes sous beaucoup de stress en ce moment. Les refoulements d'égouts sont terribles, et je suis sûr que le nettoyage est coûteux. Mais accuser vos voisins de sabotage ne va rien résoudre. Vous vous croyez si intelligent, n'est-ce pas? Je crois que je suis un type qui lave sa voiture un samedi matin et qui se fait crier dessus par son voisin sans raison apparente. Brad me regarde longuement, et je vois les rouages tourner dans sa tête. Il essaie de comprendre si je suis réellement innocent ou juste un meilleur menteur qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'est pas fini, dit-il finalement. J'espère que non. Je détesterais que vous continuiez à avoir des problèmes de plomberie. Il se tourne et retourne vers sa maison, non sans me jeter un dernier regard menaçant. C'est le genre de regard censé me rendre nerveux, censé me faire reculer et admettre ma culpabilité. Au lieu de cela, je souris et lui fais un signe de la main. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit, voisin. Ce soir-là, Mélissa et moi dînons quand elle évoque la conversation qu'elle a eue avec Laura plus tôt. Elle pense que quelqu'un a pu saboter leur plomberie, dit Mélissa, en roulant des pattes autour de sa fourchette. Pouvez-vous imaginer qui ferait une chose pareille? Les gens deviennent paranoïaques quand ils sont stressés, je réponds. Il est plus facile de blâmer quelqu'un d'autre que d'accepter que de mauvaises choses arrivent parfois. Quand même, c'est une accusation assez spécifique. Laura n'est généralement pas du genre à croire au complot. Peut-être qu'elle a regardé trop de documentaires criminels. Mélissa rit. Tu as probablement raison, cependant. Je dois admettre que le timing est bizarre. Juste après que Brad a commencé à être si amical avec tout le monde dans la rue. Je lève les yeux de mon assiette. Amical comment? Oh, tu sais, saluer de la main, demander des nouvelles des enfants, offrir des dés pour les travaux de jardin. Très voisin. C'est gentil de sa part. Je le pensais aussi. C'est rafraîchissant d'avoir des voisins qui se soucient réellement de créer une communauté. Je hoche la tête, retournant à mon dîner. Mélissa n'a aucune idée que la soudaine amabilité de Brad fait partie de sa stratégie pour paraître plus intégré au quartier. Probablement pour que ses fréquentes visites chez nous semblent moins suspectes. Mais elle le saura bientôt. Nathan, dit-elle, son ton devenant plus sérieux. J'ai besoin de te dire quelque chose. Mon rythme cardiaque s'accélère, mais je garde mon expression neutre. Qu'est-ce que c'est? J'ai réfléchi à nous, à notre mariage. Ça y est. La conversation où elle explique qu'elle a été malheureuse, qu'elle a besoin d'espace, qu'elle a trouvé quelqu'un qui la comprend mieux. La conversation où elle essaie de faire passer sa trahison pour une croissance personnelle. Je sais que je n'ai pas été la meilleure femme dernièrement, poursuit-elle. J'ai été distraite, concentrée sur le travail, ne vous donnant pas, à toi et aux enfants, l'attention que vous méritez. Ce n'est pas la conversation à laquelle je m'attendais. Je veux faire mieux, dit-elle. Je veux que nous soyons meilleurs. Peut-être pourrions-nous planifier un week-end, juste nous deux, pour nous reconnecter. Je la fixe, essayant de traiter ce que j'entends. Se sent-elle réellement coupable de cette liaison? Ou est-ce une sorte de manipulation psychologique? Un moyen de me faire perdre sa trace. Ça a l'air bien, dis-je finalement. Quand pensais-tu ça? Le week-end prochain? Je sais que c'est court, mais j'ai déjà parlé à ma mère pour garder les enfants. Et tes rendez-vous clients? Je les reporterai. C'est plus important. Je veux la croire. Une partie de moi veut penser que peut-être elle a réalisé ce qu'elle est en train de gâcher. Que peut-être il y a encore une chance de sauver notre mariage. Mais j'ai vu les images de surveillance. Je l'ai entendu gémir à quel point Brad est incroyable, à quel point il l'a fait se sentir mieux. Ce n'est pas de la culpabilité. C'est de la stratégie. Laisse-moi vérifier mon emploi du temps, dis-je. Bien sûr, pas de pression, mais il y a de la pression. Je la sens dans la façon dont elle me regarde, analyse ma réaction. Calibrant son approche en fonction de ma réponse. C'est Mélissa en mode manipulation totale, et je suis sa cible. La question est, qu'essaie-t-elle d'accomplir? Je passe le dimanche matin à revoir les images de surveillance de la semaine passée, cherchant des indices sur le changement soudain de comportement de Mélissa. Ce que je trouve est éclairant. Jeudi après-midi, après que le désastre des égouts de Brad est devenu public, Mélissa l'a appelé. Je ne peux pas entendre la conversation, mais je peux voir son langage corporel à travers la fenêtre de la cuisine.
Nerveuse, agitée, regardant fréquemment vers la rue. Vendredi soir, elle a eu un autre appel. Cette fois, elle est montée à la chambre, refermant la porte derrière elle. Quand elle est redescendue 20 minutes plus tard, elle avait l'air d'avoir pleuré. Et samedi, juste après la confrontation de Brad avec moi, elle a passé 1 heure au téléphone avec quelqu'un. Pas Brad. J'ai vérifié et son téléphone était éteint pendant qu'il s'occupait de l'entrepreneur en plomberie. Quelqu'un d'autre, un avocat peut-être, ou un thérapeute, ou peut-être une amie qui l'a aidé à naviguer toute cette situation. L'escapade du week-end ne vise pas à se reconnecter. Il s'agit de gagner du temps, de créer de la distance, peut-être même de monter une sorte d'alibi. Mélissa n'essaie pas de sauver notre mariage. Elle essaie de se sauver elle-même, ce qui signifie qu'elle sait que je sais. La question est, à quel point sait-elle que je sais? Lundi matin, je fais semblant de travailler tout en surveillant le quartier par la fenêtre de mon bureau. La maison de Brad est calme. Pas d'entrepreneur, pas d'activité, juste l'odeur persistante de désinfectant industriel qui semble le suivre partout maintenant. À 10h30, une berline noire entre dans l'allée de Brad. Une femme en tailleur en sort, portant une mallette et l'air très officiel. Elle passe environ 1 heure à l'intérieur, puis repart sans parler à personne d'autre. Ajusteuse d'assurance peut-être, ou une avocate. 15 minutes plus tard, mon téléphone sonne. C'est Mélissa. « Salut, chérie », dit-elle, sa voix artificiellement enjouée. J'appelle du bureau. Je voulais parler de ce week-end. De quoi? Je pensais que nous pourrions aller quelque part de spécial. Peut-être cette chambre d'hôte à Cannon Beach dont tu as parlé l'année dernière. Ça a l'air cher. C'est un investissement dans notre mariage. D'ailleurs, nous n'avons pas pris de vraies vacances depuis des années. Je reste silencieux un instant, considérant mes options. Je pourrais accepter le voyage, l'utiliser comme une opportunité de la confronter à propos de l'affaire, ou je pourrais refuser, la forçant à trouver un autre moyen de gagner du temps. En fait, dis-je, je ne suis pas sûr que ce week-end va fonctionner. Pourquoi pas? J'ai une grosse échéance de projet, mon patron me met la pression. Tu ne peux pas la repousser? C'est important, Nathan. Mon travail aussi. Surtout si nous allons dépenser de l'argent pour des escapades coûteuses le week-end. Il y a une pause. As-tu des doutes sur nous? J'ai des doutes sur le fait de dépenser de l'argent que nous n'avons pas pour un voyage dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de montrer que notre mariage est une priorité. Notre mariage est une priorité depuis 12 ans. Je ne pense pas qu'un week-end va tout faire ou tout casser. Une autre pause, plus longue cette fois. Nathan, est-ce que quelque chose ne va pas? Tu as l'air différent. Je vais bien, juste occupé. Tu es sûr? Parce que si quelque chose te tracasse, nous devrions en parler. L'ironie est stupéfiante. Elle me demande de communiquer sur les problèmes de notre mariage tout en cachant activement le plus grand problème de tous. Je suis sûr, dis-je. Juste le stress du travail. D'accord. Eh bien, peut-être pouvons-nous planifier quelque chose pour le week-end prochain à la place. Peut-être. Je raccroche, puis j'appelle immédiatement mon patron pour lui faire savoir que je prendrai mon vendredi. Si Mélissa veut jouer à des jeux, je jouerai le jeu, mais je jouerai selon mes propres règles. Mercredi après-midi, je suis au café près du centre-ville quand je repère Laura assise seule à une table de coin. Elle a un ordinateur portable ouvert et des papiers étalés autour d'elle, ressemblant beaucoup à quelqu'un qui fait des recherches. Je commande mon habituel et m'approche de sa table. Ça vous dérange si je m'assois? Partout ailleurs c'est plein. Elle lève les yeux, surprise. Oh, Nathan, bien sûr. Je m'assois en face d'elle, jetant un coup d'œil à ses papiers, registres fonciers, documents légaux, ce qui ressemble à une ordonnance municipale sur la responsabilité municipale. Vous êtes occupé à travailler sur quelque chose d'intéressant, je demande. J'essaie juste de comprendre nos options avec toute cette situation d'égout. Laver. Il est complètement inutile. Avez-vous envisagé d'engager un détective privé? Elle me regarde sèchement. Pourquoi aurais-je besoin d'un enquêteur? Eh bien, si vous pensez vraiment que quelqu'un a causé cela intentionnellement, un détective privé pourrait trouver des preuves que la ville a manqué. Pensez-vous que c'est nécessaire? Je haussai les épaules. Ça dépend de l'importance pour vous de découvrir ce qui s'est réellement passé. Elle reste silencieuse un instant, étudiant mon visage.
Nathan, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pensez-vous que je suis paranoïaque à propos de la théorie du sabotage? Je pense que vous êtes une femme intelligente qui gère une situation frustrante. Faites confiance à votre instinct. Mon instinct me dit que ce n'était pas un accident. Alors peut-être devriez-vous les écouter. Je finis mon café et me lève. Bonne chance avec vos recherches, Laura. J'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Alors que je m'éloigne, je sens qu'elle me regarde. J'ai planté des graines de suspicion, les encouragé à creuser plus profondément, j'ai validé ses théories du complot. Le temps qu'elle comprenne ce qui s'est réellement passé, je serai prêt pour elle. Et plus important encore, je serai prêt pour Brad. Jeudi est le jour où tout change. Je travaille de la maison, ostensiblement concentré sur les révisions de code et les mises à jour de projets, mais en réalité, je surveille les flux de sécurité et j'attends que le spectacle commence. À 14h15, pile à l'heure, la BMW de Brad entre dans mon allée. Il n'est rien de moins que ponctuel, même au milieu d'une crise d'ego. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je suis prêt. J'attends qu'il soit à l'intérieur, puis je sors discrètement par la porte arrière. La clé de rechange est cachée exactement là où je m'attendais, sous la fausse pierre à côté du porche arrière que Mélissa pense être un camouflage astucieux. Je me glisse à l'intérieur par la cuisine, me dirigeant prudemment vers les escaliers. Je les entends déjà, la bande-son familière de la trahison résonnant de mon bureau à domicile, mais je ne suis pas là pour les confronter. Pas encore. J'installe mon ordinateur portable dans le salon, l'oriente de manière à ce que la caméra capture l'escalier, et commence à enregistrer. Puis je sors mon téléphone et appelle la police. 911, quelle est votre urgence? Je voudrais signaler un cambriolage, dis-je, en gardant ma voix basse. Quelqu'un est dans ma maison. Êtes-vous dans la maison maintenant, monsieur? Oui, je me cache dans le salon. Je les entends à l'étage. Nous envoyons des agents à votre emplacement. Restez en ligne et essayez de rester caché. Je pense qu'il y en a peut-être deux. J'entends des voix. Ne les confrontez pas, restez où vous êtes jusqu'à l'arrivée des agents. Je raccroche et regarde ma montre. Le temps de réponse de la police dans notre quartier est généralement de 8 à 12 minutes. Brad et Mélissa prennent généralement environ 1 heure pour leur séance. Cela va être parfait. La police arrive en exactement 9 minutes. J'entends d'abord les voitures, puis des voix dans le jardin avant, puis un coup ferme à la porte. Police, ouvrez. J'ouvre la porte, l'air convenablement ébranlé. Dieu merci, vous êtes là. Ils sont toujours à l'étage. Combien de suspects? 2, je pense. Un homme et une femme. Sont-ils armés? Je ne sais pas. Je ne voulais pas m'approcher suffisamment pour le savoir. Les agents prennent position. L'un monte à l'étage pendant que l'autre reste avec moi. J'entends des pas au-dessus, puis des cris, puis le genre de silence qui signifie que quelqu'un a été pris en flagrant délit de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Nathan. La voix de Mélissa, confuse et paniquée. Qu'est-ce qui se passe, madame? Je dois vous demander de vous habiller et de descendre, dit l'agent. Maintenant. Il y a eu un malentendu, la voix de Brad, essayant d'avoir l'air autoritaire. Je suis un voisin. J'étais juste. Monsieur, je dois vous demander de mettre vos mains où je peux les voir. 5 minutes plus tard, ils sont tous les deux assis dans mon salon, partiellement vêtus et complètement humiliés. Mélissa pleure, essayant d'expliquer que tout cela est une erreur, qu'elle vit ici, qu'elle est ma femme. Est-ce votre femme, monsieur, me demande l'agent. Oui, c'est elle. Et cet homme, c'est Brad Cooper. Il vit de l'autre côté de la rue. L'agent regarde Brad. Avez-vous la permission d'être dans cette maison? C'est compliqué, dit Brad. Ça ne l'est vraiment pas, je réponds. Je suis rentré à la maison et je les ai trouvés ici. Je n'ai donné la permission à personne d'être dans ma maison. Madame, dit l'agent à Mélissa. Habitez-vous à cette adresse? Oui. Alors vous avez le droit légal d'être ici. Monsieur, il se tourne vers BR. Hâte. Vous devrez expliquer pourquoi vous êtes ici. Brad regarde Mélissa, puis moi, puis à nouveau l'agent. Je rendais visite à Madame Grayson. Dans quel but? Raison personnelle. Avez-vous une liaison avec la femme de cet homme?
La question plane dans l'air comme de la fumée. Le visage de Brad devient rouge. Melissa commence à pleurer plus fort, et je garde mon expression de trahison choquée. Je ne pense pas que cela soit pertinent pour la situation actuelle, dit Brad finalement. En fait, ça l'est, répond l'agent. Parce que si vous êtes ici sans la permission du propriétaire, c'est une violation de propriété criminelle. Et si vous êtes ici pour commettre une infidélité, cela change le contexte de la situation. L'infidélité n'est pas un crime en Oregon, dit Brad, montrant qu'il a fait ses recherches. Non, mais le fait de s'introduire illégalement l'est. Et l'effraction aussi si vous avez utilisé une clé qui ne vous a pas été donnée par le propriétaire. Tous les regards se tournent vers moi. Avez-vous donné à Monsieur Cooper la permission d'être dans votre maison? Non, je ne l'ai pas fait. Lui avez-vous donné une clé de votre maison? Non, madame. Avez-vous donné à Monsieur Cooper une clé de votre maison? Melissa sanglote maintenant, incapable de répondre, ce qui est une réponse en soi. Je pense que nous devons régler cela au poste, dit l'agent. Monsieur Cooper, vous êtes en état d'arrestation pour violation de propriété criminelle. Les 2 heures suivantes sont un flou d'appels téléphoniques, de paperasse et d'explications. Brad a été emmené à la prison du comté. Melissa est chez sa sœur, et je suis seul dans ma maison pour la première fois depuis des mois. Je me sers un whisky et m'assois sur le canapé, passant en revue les événements de la journée. Le rapport de police sera un dossier public. L'arrestation sera dans le journal local. Laura l'apprendra en quelques heures et tout le quartier connaîtra les détails dès demain. Brad Cooper, agent immobilier respecté et pilier de la communauté, arrêté pour s'être introduit illégalement tout en ayant une liaison avec la femme de son voisin. C'est mieux que ce que j'aurais pu espérer. Mon téléphone sonne. C'est Melissa. Nathan, il faut qu'on parle. Je pense que nous n'avons plus rien à dire. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Qui a-t-il à expliquer? Tu as baisé notre voisin chez nous pendant que j'étais au travail, pendant que nos enfants étaient à l'école. Tu lui as donné une clé de notre maison. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Le rapport de police est assez clair sur ce qu'ils ont trouvé. J'ai fait une erreur. Tu as fait des douzaines d'erreurs pendant des mois. Ce n'était pas une chose unique, Melissa. C'était une habitude. Je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère. J'en ai fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dépose une demande de divorce demain. Nathan, s'il te plaît, pense aux enfants. Je pense aux enfants. Je pense à ce qu'ils ressentiraient s'ils savaient que leur mère trompait leur père avec le voisin. Je pense à ce qu'ils ressentiraient s'ils savaient que leur mère a donné une clé de leur maison à un étranger. Ce n'est pas un étranger. C'est l'homme qui t'a baisé dans la pièce où je travaille tous les jours. Dans la chaise où je m'assois chaque matin, sur le bureau où je garde des photos de notre famille. Silence. Je resterai chez ma sœur ce soir, dit-elle finalement. Nous pourrons en parler davantage quand tu seras calmé. Je suis calme et il n'y a plus rien à dire. Je raccroche et me sers un autre whisky. Dehors, je vois des lumières allumées chez Brad. Laura essaie probablement de comprendre ce qui s'est passé, d'imaginer comment son mari a fini en prison pour s'être introduit illégalement tout en ayant une liaison. Demain, le vrai travail commence. Je passe le vendredi matin au bureau de l'avocat pour déposer les papiers de divorce et discuter de la stratégie. Les lois de l'Oregon sur le divorce sans faute signifient que je n'ai pas approuvé l'infidélité de Melissa, mais les accusations de violation de propriété criminelle contre Brad créent une tournure intéressante. Le fait que votre femme ait donné à un autre homme un accès non autorisé à votre domicile crée un dossier solide pour affirmer qu'elle a violé la confiance conjugale, m'explique mon avocat. Ce n'est pas seulement de l'infidélité. C'est une violation de sécurité qui a mis votre famille en danger. Et la garde? Avec l'arrestation de Brad et le jugement médiocre démontré par votre femme, vous êtes en bonne position pour demander la garde principale. Les juges n'aiment pas les parents qui mettent leurs enfants en danger. Et la maison? Puisqu'il s'agit d'un bien conjugal, normalement vous partageriez les bénéfices, mais étant donné les circonstances, nous pourrions opter pour une division plus favorable. Je signe les papiers et rentre chez moi où je trouve la voiture de Melissa dans l'allée. Elle est assise sur le perron, l'air de ne pas avoir dormi. Nous devons parler, dit-elle. Mon avocat dit que nous ne devrions pas communiquer directement. Tout contact devrait passer par nos avocats.
Nathan, s'il te plaît, ne laisse pas ça se terminer comme ça. Tu as mis fin à cela quand tu as donné à Brad une clé de notre maison. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Les gens font des erreurs. Ils ne prennent pas de décisions méthodiques et calculées pour trahir leur famille pendant des mois. Elle se lève, s'approchant. Je sais que tu es blessé. Je sais que tu es en colère. Mais nous pouvons surmonter ça. Surmonter quoi? Les mensonges? La discrétion? Le fait que tu aies fait venir un autre homme dans notre maison pendant que nos enfants étaient à l'école? Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où voulais-tu que ça aille? Elle ne répond pas, ce qui est une réponse suffisante. Je veux que tu déménages, dis-je. Aujourd'hui. C'est ma maison aussi. C'est notre maison. Mais tu l'as transformée en sa maison quand tu lui as donné une clé. Maintenant, c'est juste ma maison. Tu ne peux pas me faire partir. Je ne peux pas? Mais je peux rendre ton séjour ici extrêmement inconfortable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai changé les serrures. Ça veut dire que j'ai annulé tes cartes de crédit. Ça veut dire que j'ai informé l'école que tu n'es pas autorisé à venir chercher les enfants sans ma permission. Son visage devient pâle. Tu ne peux pas faire ça. Je peux, et je l'ai fait. Vérifie avec ton avocat si tu veux, mais je pense que tu trouveras que lorsqu'un conjoint commet l'infidélité et compromet la sécurité du domicile, l'autre conjoint a certains droits. C'est insensé. Ce qui est insensé, c'est de penser que tu pourrais m'humilier et que je l'accepterais simplement. Elle commence à dire autre chose, puis s'arrête. Peut-être réalise-t-elle enfin que le mari tranquille et prévisible qu'elle tenait pour acquis n'est pas aussi faible qu'elle le pensait. Je vais prendre mes affaires, dit-elle finalement. Fais vite. J'ai un entrepreneur qui vient cet après-midi. Un entrepreneur? Je fais changer les serrures à nouveau et j'installe un nouveau système de sécurité. On ne peut jamais être trop prudent de nos jours. Samedi matin, je suis réveillé par des cris venant d'en face. Je regarde par la fenêtre de ma chambre et vois Laura Cooper debout dans son allée, criant après un homme en costume qui installe un panneau « À vendre ». « Vous ne pouvez pas faire ça », crie-t-elle. « C'est notre maison. » « Madame, je ne fais que suivre les ordres de l'agent immobilier en charge de la vente. Vous devrez lui parler de vos préoccupations. » « Quel agent immobilier ? Mon mari n'a autorisé aucune vente. Selon mes documents, Monsieur Cooper a signé tous les documents nécessaires hier. Je m'habille et descends pour faire du café. Par la fenêtre de la cuisine, je vois l'agitation continuer. Laura est au téléphone maintenant, appelant probablement Brad, mais il est probablement encore en prison ou s'occupe des dispositions de caution. L'ironie est parfaite. Brad Cooper, agent immobilier, voit sa maison vendue à son insu par un autre agent immobilier. Quelqu'un qui sait exactement comment manipuler le système, exactement quels papiers déposer et quand les déposer. Mon téléphone sonne. C'est un numéro que je ne reconnais pas, Nathan, c'est Brad. Il faut que je te parle. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Écoute, je sais que tu es en colère, mais ça va trop loin. Quelqu'un essaie de vendre ma maison. C'est terrible. Avez-vous appelé la police? La police dit que c'est une affaire civile. Mon avocat dit que la vente semble légitime. Eh bien, je suis sûr que vous allez trouver une solution. Vous êtes dans l'immobilier, après tout. Nathan, je sais que tu es derrière tout ça. Derrière quoi? Je suis assis dans ma cuisine en train de boire du café. Ne joue pas à des jeux avec moi. Je ne joue pas à des jeux. J'ai une conversation avec quelqu'un qui a été arrêté pour s'être introduit illégalement chez moi. C'était un malentendu. Ah oui? Parce que le rapport de police dit que tu avais une clé de ma maison que tu n'étais pas censé avoir. Mélissa m'a donné cette clé. Mélissa n'a pas l'autorité de donner des clés à des gens sans ma permission. C'est ma maison aussi. Il y a une pause. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu laisses ma famille tranquille. D'accord. Maintenant, demande à ton ami agent immobilier d'arrêter la vente. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nathan, je te préviens. Tu me préviens? C'est toi qui as été arrêté. C'est toi qui fais face à des accusations criminelles. C'est toi dont la femme est probablement en train de demander le divorce en ce moment. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Tu as perdu, Brad.
Accepte-le. Je raccroche et me sers une autre tasse de café. Dehors, Laura se dispute toujours avec l'installateur du panneau, mais maintenant, des voisins se rassemblent pour assister au spectacle. Madame Henderson, Monsieur Kim, la famille Martinez de la maison du coin. Tout le monde a un siège au premier rang pour l'effondrement de la famille Cooper. C'est exactement ce que je voulais. Humiliation publique, ostracisme social, des conséquences à la hauteur du crime. Dimanche après-midi, jetons la pelouse quand Emma me demande des nouvelles de sa mère. Papa, pourquoi maman ne vit plus ici? Ta mère et moi avons des problèmes. Elle reste chez tante Sarah un moment. Vous allez divorcer? J'arrête la tondeuse et regarde ma fille de 14 ans. Elle est intelligente, perspicace et mérite une version de la vérité. Probablement. Je suis désolé, ma chérie. C'est à cause de ce qui s'est passé avec Monsieur Cooper? Mon estomac se noue. Que sais-tu de Monsieur Cooper? Jenny Martinez m'a dit qu'il avait été arrêté chez nous. Elle a dit que sa maman avait entendu dire qu'il avait une liaison avec maman. C'est ce que je craignais. Les enfants la prennent par les ragots du quartier au lieu de leurs parents. Emma, je dois te faire comprendre quelque chose. Ce qui s'est passé entre ta mère et Monsieur Cooper était mal. Mais cela ne signifie pas que ta mère ne vous aime pas, toi et Jacques. Mais elle l'a choisi lui plutôt que nous. Elle a pris une mauvaise décision. Cela ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, tu l'aimes toujours? Je considère la question attentivement. J'aime la personne qu'elle était. J'aime la mère qu'elle est pour toi et Jacques. Mais je ne peux pas être marié à quelqu'un qui me ment et brise la confiance de notre famille. On va devoir déménager. Non. C'est votre maison. Rien ne changera ça. Et l'université? Si toi et maman divorcez, y aura-t-il assez d'argent? Il y aura assez d'argent. Je te le promets. Elle hoche la tête, mais je vois qu'elle traite beaucoup d'émotions complexes. Son monde a été bouleversé et il lui faudra du temps pour s'adapter. Papa, oui, je suis content que tu l'aies découvert. Ce qu'il te faisait n'était pas juste. Ce soir-là, après que les enfants sont au lit, je m'assois sur le porche arrière avec une bière et je pense aux mots d'Emma. Elle a raison. Ce n'était pas juste. Mais l'équité n'est plus vraiment la question. La question, ce sont les conséquences. Et Brad Cooper n'a pas encore fait face à suffisamment de conséquences. Lundi matin apporte des nouvelles qui rendent mon café encore meilleur. La rubrique des faits divers de la police du journal local comprend une brève mention de l'arrestation de Brad, listant son nom, son adresse et ses accusations. À midi, elle a été partagée sur 3 groupes de médias sociaux de quartiers différents. Les commentaires sont brutaux. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre chez ce gars. Sa pauvre femme. Je me demande si elle savait. Ça explique pourquoi il était toujours si pressé d'aider pour les travaux de jardin dans le quartier. Quelqu'un sait-il chez qui il a été arrêté? Chez les Grayson. Il paraît qu'il avait une liaison avec la femme. C'est tellement dégoûtant. Chez quelqu'un d'autre pendant que leurs enfants auraient pu rentrer. Chaque commentaire est une petite victoire, un petit morceau de la destruction sociale que j'ai orchestrée. La réputation de Brad s'effondre en temps réel, et il ne peut rien faire pour l'arrêter. Vers 14 heures, je reçois un SMS d'un numéro inconnu. Il faut qu'on se voie. Je l'ignore. 20 minutes plus tard, un autre SMS. Je sais ce que tu as fait à ma plomberie. Je suis tenté de répondre, mais je m'en tiens à mon plan. Laisse-le suer. À 15h30, mon téléphone sonne. Brad à nouveau. Nathan, je sais que tu es là. Décroche ce putain de téléphone. Je le laisse aller à la messagerie vocale. La messagerie vocale dure 3 minutes de menaces, d'accusations et de supplications de plus en plus désespérées pour que j'arrête ce que je lui fais. C'est le son d'un homme qui perd le contrôle, et je l'enregistre pour référence future. Ce soir-là, je fais griller le dîner quand je vois la BMW de Brad entrer dans son allée. Il est parti depuis 2 jours, probablement pour rester à l'hôtel ou chez des amis. La voiture de Laura n'est pas là, ce qui signifie qu'elle l'a soit quittée, soit qu'elle est également ailleurs. Il sort lentement de sa voiture, regardant autour du quartier comme s'il s'attendait à une embuscade. Quand il me voit sur ma terrasse, il s'arrête et me fixe. Je lève ma bouteille de bière dans un toast moqueur. Bienvenue à la maison, voisin. Il me fait un doigt d'honneur et entre en trompe dans sa maison. 10 minutes plus tard,
il est de retour dehors, cette fois avec un pied de biche. Il attaque le panneau « à vendre » dans son jardin avant, essayant de l'arracher du sol. « Vous ne pouvez pas faire ça », crie-t-il assez fort pour que tout le quartier l'entende. « C'est ma maison. » Madame Henderson sort pour voir ce qui se passe. Puis, Monsieur Kim, puis la famille Martinez. En quelques minutes, la moitié du quartier regarde Brad Cooper faire un effondrement public dans son jardin avant. « Quelqu'un appelle la police », crie-t-il. « C'est de la fraude. C'est du vol. » Mais personne n'appelle la police. Ils se contentent de regarder et de filmer avec leur téléphone l'homme qui était autrefois le chouchou du quartier détruire sa propre propriété dans un accès de rage. Quand il abandonne enfin et rentre à l'intérieur, j'entends des applaudissements sporadiques de la foule rassemblée. Le spectacle est meilleur que prévu. Mardi apporte l'aboutissement de ma stratégie d'eaux usées. Je travaille de la maison quand j'entends le camion d'entretien municipal s'arrêter à l'espace vert entre nos propriétés. 2 ouvriers en combinaison de protection émergent et commencent à inspecter le système de drainage. Ils passent environ 1 heure à examiner les tuyaux, à vérifier les débits et à prendre des photos. Puis ils découvrent mon blocage sur mesure. Eh bien, voilà le problème, j'entends l'un d'eux dire. Quelqu'un a installé une vanne de dérivation non autorisée. Est-elle connectée à la conduite principale? Oui. Elle a redirigé le flux de la conduite principale vers la propriété Cooper. Ce n'est pas un équipement standard. Certainement pas. C'est un travail sur mesure. Quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Il retire mon blocage et en 1 heure, le drainage du jardin de Brad revient à la normale. L'odeur d'égout se dissipe. L'eau stagnante se retire et sa pelouse commence à ressembler à ce qu'elle pourrait éventuellement se rétablir. Mais le mal est fait. Brad a passé 5 jours à gérer le refoulement des égouts, à manquer le travail, à payer des services de plomberie d'urgence et à déposer des réclamations d'assurance qui seront probablement refusées. Plus important encore, il a été contraint de gérer la crise au lieu de limiter les dégâts de son affaire et de son arrestation. Vers 16 heures, je vois une voiture de police s'arrêter devant la maison de Brad. 2 agents en sortent et frappent à sa porte. Ils restent à l'intérieur environ 20 minutes, puis repartent sans arrêter personne. Mon téléphone sonne immédiatement. Ils ont trouvé ton petit projet de drainage, dit Brad sans préambule. Je suis désolé d'entendre parler de vos problèmes de plomberie. Arrête tes conneries, Nathan. Les ouvriers de la ville ont dit que quelqu'un avait installé une vanne de dérivation sur mesure. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète chez Home Depot. On dirait que quelqu'un en avait vraiment après vous. Nous savons tous les deux qui est ce quelqu'un. Ah bon? Parce que je ne vois pas pourquoi quelqu'un voudrait saboter votre plomberie. Vous êtes un membre si apprécié de la communauté. J'ai dit à la police que c'était toi. Et qu'ont-ils dit? Silence. Laisse-moi deviner, je continue. Ils ont dit que tu aurais besoin de preuves. Des éléments. Quelque chose de plus que de simples soupçons et de la colère. Ce n'est pas fini. En fait, si. Ton histoire avec ma femme est finie. Ton amitié avec ma famille est finie. Ta réputation dans ce quartier est finie. La seule chose qui te reste est de comprendre comment passer à autre chose. Je te détruirai. Avec quoi? Tu fais face à des accusations criminelles. Ta femme est probablement en train de demander le divorce. Ta maison est vendue. Ta réputation professionnelle est ruinée. Avec quoi vas-tu exactement me détruire? Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Leur dire quoi? Que tu penses que j'ai saboté ta plomberie? Vas-y, dis-leur. Vois combien de compassion tu obtiens des gens qui savent que tu as été arrêté pour t'être introduit illégalement tout en ayant une liaison. Tu es un psychopathe. Je suis un homme qui en a eu marre qu'on lui manque de respect dans sa propre maison. La différence est que j'ai agi en conséquence. Mercredi matin, je lis le journal quand je remarque une petite annonce dans la section des avis juridiques. Cooper contre Cooper, procédure de divorce prévue pour le mois prochain. Laura demande le divorce. Le refoulement des égouts n'était que le début. Découvrir l'affaire a été la fin. Je me sers une 2e tasse de café quand Emma descend pour le petit déjeuner. Papa, il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce que c'est? Jacques et moi vous avons entendu, toi et maman, vous disputer le mois dernier avant qu'elle ne déménage. Je pose ma tasse de café. Qu'avez-vous entendu? Pas les mots, juste le ton.
On savait que quelque chose n'allait pas, pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce qu'on ne vaut. Hurlez pas que ça empire. Mais aussi parce qu'on était un peu soulagé. Soulagé? Maman est différente depuis un moment. Plus stressée, plus en colère, plus fausse. Comme si elle faisait semblant d'être heureuse au lieu de l'être vraiment. Je suis désolé que vous ayez eu à gérer ça. Ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas de notre faute non plus. Les parents de Jenny Martinez ont divorcé il y a 2 ans et elle m'a dit que le pire était de penser que c'était d'une manière ou d'une autre de sa faute. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas la faute de Jacques. Ce n'est même pas entièrement la faute de votre mère. Parfois, les gens changent. Tu penses qu'elle redeviendra comme avant? Je ne sais pas, ma chérie. Mais je sais que toi et Jacques êtes les choses les plus importantes dans ma vie et ça ne changera jamais. Elle hoche la tête et commence à faire des toasts. À 14 ans, elle gère ça mieux que beaucoup d'adultes. Emma. Oui. Si jamais tu veux parler de tout ça, je suis là. Et si jamais tu veux parler à quelqu'un qui n'est pas moi, nous pouvons trouver un conseiller. Merci, papa. Je pense que je vais bien pour l'instant, mais Jacques aurait peut-être besoin de quelqu'un à qui parler. Il fait des cauchemars. Je vais organiser ça. Cet après-midi-là, j'appelle la docteure Sarah Chen, une thérapeute familiale qui m'a été recommandée par mon avocat. Elle a des disponibilités la semaine prochaine et est spécialisée dans l'aide aux enfants pour faire face au divorce. C'est un autre pas vers la normale, quoi que cela puisse ressembler. Jeudi apporte l'événement que je planifie depuis des semaines. Je suis dans mon bureau, faisant semblant de travailler, quand je vois le camion de livraison s'arrêter devant la maison de Brad. Le chauffeur sort, vérifie son presse-papier et commence à décharger ce qui semble être plusieurs grands conteneurs. Il les fait rouler jusqu'à la porte d'entrée de Brad, sonne et attend. Brad répond à la porte en peignoir, l'air de dormir pour se remettre d'une gueule de bois. Il signe pour la livraison, puis aide le chauffeur à faire rouler les conteneurs jusqu'à son jardin. Je donne 5 minutes, puis je sors pour vérifier ma boîte aux lettres. De là, j'ai une vue parfaite sur le jardin de Brad et la surprise que je lui ai réservée. Les conteneurs sont remplis de fumier de vache frais. Pas le genre traité et désodorisé que l'on achète dans les jardineries, mais du fumier de ferme brut, fumant et authentique. Environ 3 mètres cubes étalés sur sa terrasse arrière. La note de livraison, que j'ai écrite moi-même, dit « Pour votre projet d'aménagement paysager. J'espère que cela aidera votre jardin à pousser. Un ami. » Brad fixe le désordre un long moment, puis commence à crier. « Tu te fous de moi, Nathan? Nathan. » Je fais un signe de la main depuis mon allée. « Tout va bien par là, Brad? Fils de pute. C'est toi qui as fait ça? Fais quoi? Je vérifie juste mon courrier. Le fumier. Ce putain de fumier. Oh, on dirait que quelqu'un essaie d'aider avec vos problèmes de pelouse. Très attentionné. J'appelle la police. Bonne idée. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés par votre situation de fumier. Il rentre en trompe dans sa maison, vraisemblablement pour appeler la police à propos de la livraison de fumier de vache. Mais voilà le truc avec les livraisons de fumier de vache. Ce n'est pas illégal. Agaçant, bien sûr. Malodorant, absolument, mais pas criminel. 20 minutes plus tard, je le vois dehors avec une pelle, essayant de nettoyer le désordre. Il s'étouffe à cause de l'odeur, glisse sur les dalles mouillées du patio et a généralement l'air d'un homme qui a atteint le bout du rouleau. Madame Henderson passe avec son chien et s'arrête pour regarder. Vous faites des aménagements paysagers, Brad? Quelqu'un m'a envoyé 3 mètres cubes de fumier de vache. Eh bien, c'est excellent pour les jardins. Très organique. Je n'en veux pas pour mon jardin. Je veux que ça disparaisse. Vous devriez probablement appeler une société de gestion des déchets. Cela ressemble à un travail professionnel. Brad la regarde comme si elle avait perdu la tête, puis retourne à sa tâche impossible d'enlever 3 mètres cubes de fumier avec une seule pelle. En soirée, il n'a fait qu'à peine entamer le tas. L'odeur a attiré les mouches, les chats du quartier, et au moins une vache très confuse qui s'est égarée de la ferme à 5 km. C'est magnifique. Vendredi matin, je suis réveillé par le bruit d'un nettoyeur haute pression. Je regarde par ma fenêtre et vois Brad dans son jardin attaquer le fumier avec un équipement de nettoyage industriel. Il est dessus depuis 3 heures et il est peut-être à mi-chemin. Le nettoyeur haute pression répand le fumier plus qu'il ne l'enlève,
créant une boue brune et malodorante qui s'infiltre dans le jardin de son voisin. À 9 heures, les services d'urbanisme se présentent. Apparemment, quelqu'un a déposé un plainte pour conditions insalubres à la résidence Cooper. L'inspecteur passe 20 minutes à examiner la situation, à prendre des photos et à parler à Brad. Puis il donne une contravention à Brad et s'en va. Je bois mon café sur ma terrasse quand Brad me voit le regarder. « Vous appréciez le spectacle ?» crie-t-il. Je prends juste mon café du matin. Belle journée, n'est-ce pas? Tu te crois si intelligent? Je crois que je suis un type qui prend son café en regardant son voisin nettoyer du fumier de vache. C'est du harcèlement. Ce sont des conséquences. Des conséquences pourquoi? Pour avoir pensé que tu pouvais m'humilier sans aucune répercussion. Je ne t'ai jamais humilié. Tu as baisé ma femme chez moi pendant que j'étais au travail. Tu as utilisé une clé qu'elle t'a donnée sans ma permission. Tu as fait des blagues sur moi à mes voisins. Tu m'as traité comme si j'étais trop stupide pour remarquer ce qui se passait. C'est entre Mélissa et moi. Non, ça ne l'est pas. Au moment où tu l'as fait entrer chez moi, dans mon quartier, près de mes enfants, ça m'a aussi concerné. Alors, tu as détruit ma vie. Je t'ai donné exactement ce que tu m'as donné. Humiliation, embarras, le sentiment d'être impuissant pendant que tout le monde regarde. Tu es malade. Je suis méticuleux. Il retourne à son nettoyeur haute pression, mais je vois la défaite dans sa posture. Il ne se bat plus, il fait juste les choses machinalement. Cet après-midi-là, je remarque un camion de déménagement dans son allée. Samedi est le jour du déménagement pour Brad Cooper. Je regarde depuis la fenêtre de mon bureau Brad et 2 déménageurs embauchés charger des cartons, des meubles et ce qui reste de sa dignité dans un camion Huol. Laura n'est pas là pour l'aider. Elle a déjà déménagé, pris les enfants, demandé le divorce et commencé le processus de reconstruction de sa vie sans lui. Le panneau « à vendre » a disparu de son jardin, remplacé par un panneau « vendu ». Celui qui a acheté sa maison a fait une bonne affaire, probablement à cause de la vente précipitée et des problèmes de réputation persistants. Vers 14 heures, Brad traverse la rue jusqu'à ma maison. Il porte un jean et un sweatshirt, l'air plus défait qu'en colère. « On peut parler ?» demande-t-il. « Qu'y a-t-il à dire ? Je pars, je déménage à Seattle, je recommence à zéro. Tant mieux pour toi. Je veux que tu saches que je suis désolé pour tout. Es-tu désolé d'avoir eu une liaison avec ma femme, ou es-tu désolé d'avoir été pris? Les deux. C'est honnête, au moins. Je sais que tu ne le croiras pas, mais je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où voulais-tu que ça aille? Je ne sais pas. J'étais juste, je m'ennuyais, malheureux. Mélissa était belle et disponible, et je me suis convaincu que ça ne faisait de mal à personne. Ça me faisait du mal. Je le sais maintenant. Tu le savais aussi à l'époque. Tu t'en foutais juste. Il hoche la tête. Tu as raison. Je m'en foutais. Je pensais que tu étais faible et que ça rendait les choses acceptables. Que penses-tu maintenant? Je pense que je me suis trompé sur le fait que tu étais faible. Autre chose? Je pense que tu es probablement la personne la plus patiente et la plus méthodique que j'ai jamais rencontrée. Et je pense que j'ai de la chance que tu aies choisi l'humiliation plutôt que la violence. La violence aurait été plus facile, mais l'humiliation dure plus longtemps. Oui, c'est vrai. Nous restons silencieux un instant. 2 hommes qui étaient voisins, maintenant quelque chose d'entièrement différent. Nathan. Oui. Prends soin de tes enfants. Ne les laisse pas empoisonner par ça. Je ne le ferai pas, et peut-être essaie de pardonner Mélissa un jour. Pas pour elle, mais pour eux. On verra. Il retourne à sa maison, finit de charger le camion et s'en va. Je le regarde jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue, puis je rentre à l'intérieur pour commencer le dîner. Les enfants passent le week-end avec leur mère, donc j'ai la maison pour moi. Pour la première fois depuis des mois, cela semble paisible. Dimanche matin, je lis le journal quand je remarque une petite annonce dans la rubrique immobilière. La maison des Cooper a été vendue à une jeune famille avec 2 enfants, un chien, et vraisemblablement aucun intérêt pour le drame de quartier. Mon téléphone sonne. C'est Mélissa. Nathan, il faut qu'on parle des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils posent des questions sur le divorce, sur Brad, sur ce qui s'est passé. Que leur dis-tu? La vérité,
que j'ai fait des erreurs et que j'ai blessé notre famille. Bien. Mais il demande aussi ce que tu as fait à Brad. Que veux-tu dire? Emma a entendu de ses amis que tu as d'une manière ou d'une autre causé tous les problèmes de Brad. Le refoulement des égouts, la livraison de fumier, la vente forcée de la maison. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que je ne savais pas ce qui s'était réellement passé, mais que les actions ont des conséquences. C'est exact. Nathan, je dois savoir. As-tu vraiment fait tout ça? Est-ce que ça importe? Ça m'importe, et ça importe à nos enfants. Je considère ma réponse attentivement. J'ai protégé ma famille de quelqu'un qui menaçait sa stabilité. J'ai utilisé des méthodes légales pour créer des conséquences pour un comportement illégal et immoral. Je me suis assuré que la personne qui nous a fait du mal comprenait exactement ce que cette douleur ressentait. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras. Les enfants pensent que tu es une sorte de héros. Je ne suis pas un héros. Je suis un père qui en a eu marre qu'on profite de lui. Ce que tu as fait était cruel. Ce que tu as fait était plus cruel. La différence est que je défendais ma famille. Tu la détruisais. Je sais. Je sais que j'ai tout détruit. Et je sais que je ne mérite pas de pardon. Mais je dois savoir que tu ne vas pas monter nos enfants contre moi. Je ne ferai jamais ça. Même après tout ce que j'ai fait, même après tout ce que tu as fait, tu es toujours leur mère. Ils ont besoin d'avoir une relation avec toi. Merci. Mais Mélissa, oui. Si jamais tu amènes un autre homme près de mes enfants avant que notre divorce ne soit finalisé, si jamais tu les mets en danger à nouveau, si jamais tu leur mens sur ce qui s'est passé ou si tu essaies de me faire passer pour le méchant dans cette histoire, je te détruirai de la même manière que j'ai détruit Brad. Tu comprends? Je comprends. Bien. Ramène-les à la maison pour 18 heures. Ils ont école demain. Lundi matin apporte une nouvelle routine. Je prépare le petit déjeuner pour les enfants, leur prépare leur déjeuner et les conduis à l'école. Plus besoin de compter sur l'emploi du temps de Mélissa. Plus besoin de se demander si elle arrivera à l'heure. C'est en fait mieux ainsi. Plus prévisible, plus stable. Au travail, je suis concentré et productif pour la première fois depuis des mois. Plus besoin de se demander ce qui se passe à la maison. Plus besoin de vérifier les caméras de surveillance. Plus besoin de planifier des stratégies de vengeance. La liberté est enivrante. Vers l'heure du déjeuner, je reçois un appel de mon avocat. Les papiers de divorce ont été signifiés et l'avocat de Mélissa veut discuter des termes. Elle ne conteste pas les allégations d'infidélité. Il me dit qu'elle ne conteste pas non plus votre demande de garde principale. Que veut-elle? Des droits de visite raisonnables, la moitié des bénéfices de la vente de la maison, et une pension alimentaire suffisante pour l'aider à se remettre sur pied. Cela semble juste. Vous êtes plus généreux que ce à quoi je m'attendais. C'est la mère de mes enfants. Je veux qu'elle soit stable et qu'elle réussisse. Juste pas mariée à moi. Je laisserai tomber l'accord préliminaire.